remercie Monsieur l'abbé Védrenne qui nous accueille gentiment dans son presbytère. Je remercie l'abbé Genouvel de sa présence et de son aide technique. Et puis je vous remercie aussi, chers amis, de votre présence qui montre que vous prenez la mesure des changements de société qui se profilent, contrairement à une grande partie de nos concitoyens, dont beaucoup, hélas, de catholiques. Vous savez qu'une consultation large de Français sous la forme des États généraux de la bioéthique a été faite l'an dernier, donc l'année 2018, pour préparer la révision parlementaire des lois de la bioéthique prévues normalement au mois de juin prochain. Je vous rappelle, pour que la définition soit claire dans vos esprits, que la bioéthique est cette discipline qui étudie les questions morales qui peuvent apparaître à l'occasion des pratiques médicales nouvelles qui impliquent la manipulation d'êtres vivants spécialement, ou bien aussi à l'occasion de certaines recherches en biologie. Je vous propose d'aborder ce soir les questions de ce que l'on appelle la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, fécondation artificielle, et puis également, nous verrons à la fin la question de la GPA, la gestation pour autrui. Ce sont des questions qui, vous le savez, sont très médiatisées et sur lesquelles il nous faut avoir des idées très claires. Je vous ai préparé un petit plan de la conférence. Je vous y renvoie pour commencer par les critères fondamentaux pour que nous puissions poser un jugement moral sain, SAIN, et même SAINT. L'éthique actuelle, celle que l'on nous impose, l'éthique actuelle va faire reposer son système sur le désir à travers le sentimentalisme, à travers les notions bien connues de liberté, de justice sociale et d'égalité. La liberté, chacun est libre. Et puis, il faut que tout le monde puisse avoir des enfants. Cela est juste. Et puis, si on le désire, c'est bien. Quant à nous, les principes dont découle la force et la dignité de la morale que nous défendons reposent tout au contraire sur Dieu qui est créateur de la nature humaine, une nature humaine que nos contradicteurs, bien entendu, ne veulent pas reconnaître. La connaissance de la doctrine de l'Église sur ces questions a une importance majeure parce que ce sont précisément ces principes qui énoncent avec précision les textes du magistère de l'Église, et c'est eux que nous allons désormais parcourir. Le jugement moral sur les méthodes de procréation artificielle devra être formulé essentiellement en référence aux deux valeurs suivantes que l'Église dans son magistère développe. Les deux valeurs que défend l'Église, d'une part l'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain innocent. L'être humain innocent, depuis le premier instant de sa conception, depuis le moment premier de sa conception jusqu'à sa mort. Ce premier principe, cette première valeur, défend bien sûr le respect des embryons humains, la vie de l'être humain appelé à l'existence et destiné à l'éternité.
Et puis la deuxième valeur que défend l'Église, sur laquelle nous aurons l'occasion de nous étendre un peu, parce que cette question, spécialement chez les catholiques, nécessite certainement d'être mieux comprise, c'est cette valeur pourtant fondamentale de l'originalité de la transmission de cette vie dans le mariage. La transmission de la vie humaine, voyez-vous, a été confiée par la nature à un acte personnel, un acte conscient et en tant que tel, bien sûr, un acte soumis aux lois de Dieu, aux lois saintes de Dieu. Ces lois inviolables et immuables qui concernent le mariage doivent être bien sûr reconnues et observées. Les progrès techniques aujourd'hui ont rendu possible une procréation sans aucun rapport physique, sans aucun rapport sexuel, grâce à la rencontre in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, de manière artificielle, grâce à la rencontre in vitro des cellules germinales, c'est-à-dire l'ovocyte et le spermatozoïde, qui ont été préalablement prélevés chez l'homme et chez la femme, ce qui est techniquement possible déjà depuis une bonne trentaine d'années environ. Je vous ai mentionné ensuite, avec en gras les éléments qui sont, à mon avis, plus importants, les principales références du magistère de l'Église sur ces questions. Puisque vous les avez sous les yeux, je ne vais pas vous les citer. Elles seront utilisées tout au long de cette conférence. Il est certain que les textes les plus importants, les plus fondamentaux et les plus actuels sur les questions qui nous occupent aujourd'hui sont essentiellement l'instruction Donum Vitae de 1987, un texte du cardinal Ratzinger en 1987 qui émane de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont il était à l'époque le supérieur, le préfet, premier texte majeur d'une actualité, pourtant 30 ans après, d'une actualité tout à fait surprenante. Le deuxième texte majeur est l'encyclique de 1995 de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, et puis enfin l'instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a été publiée le 8 décembre 2008, un texte de Benoît XVI essentiellement, ce texte qui s'appelle Dignitas Personae, un texte tout à fait remarquable et qui parle des développements les plus actuels de la bioéthique, spécialement sur ces questions de procréation artificielle. Nous passons directement au point numéro 2, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, qu'on appelle aussi la fécondation in vitro ou bien la procréation artificielle. Ce sont des termes qui sont tout à fait équivalents. Par ces mots de procréation artificielle ou PMA, on entend les différentes procédures techniques qui sont destinées à obtenir une conception humaine d'une manière autre que l'union physique de l'homme et de la femme. Fécondation in vitro, FIV, ceci veut dire la fécondation d'un ovule en éprouvette par la semence masculine qui a été précédemment recueillie. Je dirai également quelques mots de ce que l'on appelle l'insémination artificielle.
l'insémination artificielle, cela signifie le transfert dans les voies génitales féminines de la semence de l'homme recueillie antérieurement. Je vous rappelle, ou je vous apprends, que la fécondation in vitro ou PMA nécessite un traitement préalable qui est en général éprouvant, un traitement donné à la jeune femme pour produire chez elle une surovulation, c'est-à-dire une ovulation multiple, et prélever plusieurs ovules qui seront fécondés et qui seront gardés in vitro pendant un certain nombre de jours. Habituellement, tous ces embryons ne sont pas implantés dans la cavité utérine. Certains embryons, qu'on appelle les embryons surnuméraires, sont congelés ou sont hélas détruits après une sélection qui est fondée sur leur vitalité, sur un certain nombre de critères, spécialement l'absence de toute anomalie génétique détectée. Et parmi les embryons implantés, finalement, certains seront sacrifiés. C'est ce qu'on appelle d'un terme horrible, la réduction embryonnaire. La réduction embryonnaire qui n'est rien d'autre qu'un avortement. On implante en effet plusieurs embryons pour que, selon le désir des parents, un au moins, parfois deux, se développe et puisse naître. Et puis, selon les désirs du couple, si plusieurs embryons implantés se développent normalement, eh bien, un certain nombre d'entre eux seront éliminés, c'est-à-dire avortés, c'est-à-dire tués. Cette destruction volontaire d'êtres humains, ou bien leur utilisation à différentes fins, au détriment de leur vie, au détriment aussi de leur intégrité, bien sûr, est une pratique abominable qui tombe, bien sûr, sous le coup des condamnations de l'Église que je vais rapidement et brièvement vous résumer. Il me paraît utile, c'est pour ça que je l'ai placé en caractère gras, de mentionner en premier ce texte de Pie XII qui date de 1950. C'est un passage de l'encyclique Humani Generis dans lequel le pape tranche de manière définitive, c'est-à-dire résout une question qui avait été dans l'Église longuement débattue au cours des siècles, la question de l'animation, la question de la présence de l'âme dans les tout petits embryons fécondés, et ce qui a permis à cet esprit universel qui était Pie XII, ce qui lui a permis de trancher avec cette phrase admirable que je vais pour certains vous rappeler, pour d'autres vous indiquer, vous apprendre peut-être. Ce qui lui a permis précisément d'écrire cette phrase, ce sont les progrès de la génétique, les progrès spécialement sur le génome, c'est-à-dire sur le matériel génétique des tout petits êtres humains. La science génétique moderne nous apprend que dès le premier instant de la formation d'un embryon, c'est-à-dire dès le stade unicellulaire, dès l'union du patrimoine génétique qui vient de l'homme et du patrimoine génétique qui vient de la femme, eh bien, tout l'être humain futur est absolument constitué et intégralement constitué. Le pape Pie XII, dans cette belle encyclique, indique ceci: l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Vous voyez,
phrase est courte, mais chaque mot est important et chaque mot a une valeur signifiante qui me paraît très grande. L'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu, ce qui veut dire que dès l'instant de la fécondation est bien constitué un être humain avec spécialement son âme. Cette question est donc tranchée de manière définitive. Le même pape Pie XII, dans un texte que je n'ai pas mentionné sur le petit document écrit que vous avez, qui est un discours à l'Union médico-biologique du 12 novembre 1944. Voilà une phrase également tout à fait nette. Dieu seul, dit le pape, Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme, et personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Et nous savons que ce terme d'être humain innocent s'applique, bien sûr, à l'embryon humain dès l'instant de sa fécondation. Ces vérités seront rappelées, bien sûr, plus tard par d'autres textes majeurs, comme l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, bien sûr, que vous connaissez, et également un texte moins connu, que je vais pourtant vous citer brièvement, qui émane de la Congrégation pour la doctrine de la foi également, en 1974, qui s'appelle « Une déclaration sur l'avortement provoqué ». Texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui précise ceci et qui commente une doctrine qui est bien évidemment toujours valable et toujours actuelle. Voici cette phrase, intéressante également par la valeur des mots employés. Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du Père, ni celle de la Mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. Vous voyez comme cette phrase est belle et également tout à fait forte et signifiante. Cet être humain qui est constitué dès l'instant zéro, dès l'instant de l'union des deux cellules germinales, cet être humain ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. Ce qui veut dire que dès l'instant de la conception, il y a bien un être humain avec tout le matériel génétique qui va constituer son corps. Plus rien ne sera rajouté par la suite, tout est présent. Et cet être humain, naturellement, est également composé d'une âme. Voilà pourquoi cette déclaration s'exprime ainsi. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors, ce qui veut dire que, à l'instant zéro, il s'agit bien d'un être humain avec tout ce qui doit constituer son corps et puis avec son âme. À cette évidence qui est désormais celle de l'Église, depuis la moitié du XXe siècle, à cette évidence, la science génétique moderne a apporté en effet de précieuses confirmations. Elle a montré, par conséquent, dès le premier instant, que se trouve fixé sur le plan génétique ce qui sera le programme d'un nouvel être vivant, un être vivant unique qui n'a jamais existé jusqu'alors. Un homme, cet homme individuel avec toutes ces notes caractéristiques qui sont absolument déjà génétiquement déterminées. Il est évident que dans le zygote c'est le nom scientifique que l'on donne à cet être unicellulaire, à cet
à cet embryon humain qui, dès ce stade initial d'une cellule, ce stade que l'on appelle donc le stade de zygote, eh bien, il est évident que dans ce zygote qui dérive de la fécondation des deux cellules germinales, c'est déjà constitué l'identité biologique d'un nouvel individu humain. Ceci doit être tout à fait clair dans votre esprit, et voilà pourquoi je me permets d'y insister, parce que si l'on passe un peu rapidement, sans comprendre ce qui est en jeu dans ces phrases si belles et si fortes du magistère de l'Église, eh bien, hélas, on s'expose à ne pas comprendre l'importance de la situation et à ne pas pouvoir défendre non plus, comme il le faut, le magistère de l'Église. Il est certain que puisque la science génétique moderne, avec également l'affirmation de l'animation immédiate que donne l'Église, comment alors un individu humain constitué ne serait pas une personne humaine à part entière? Le magistère de l'Église a réaffirmé depuis de manière constante, à travers la condamnation morale plusieurs fois répétée de tout avortement provoqué, ce qui est inchangé et absolument inchangeable. Inchangeable. Cela ne pourra jamais changer dans l'Église. Tout à fait impossible. Eh bien, ce fait que l'être humain doit être respecté dès le premier instant, puisqu'il est un être humain précisément, scientifiquement et théologiquement, il s'agit d'un être humain, d'une personne humaine parfaitement constituée, qui n'a pas moins de caractère à être une personne humaine que nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il est sans défense qu'il est moins une personne humaine que nous-mêmes. Ceci, bien sûr, est fondamental, c'est pour ça que je me permets d'y insister. Cette question initiale commande en réalité toutes les autres, en tout cas toutes les questions qui relèvent du respect de l'embryon humain. Nous revenons à la procréation médicalement assistée. Je reviens sur ce que l'instruction Donum Vitae ajoute concernant cette procréation artificielle. L'instruction Donum Vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc essentiellement un texte du cardinal Ratzinger, à l'époque, ajoute ceci. Avec ces procédés, et vous allez voir que ceci a une grande importance pour comprendre la deuxième des valeurs que je vous indiquais à l'instant, c'est-à-dire la transmission de cette vie dans le cadre du mariage d'un homme et d'une femme. Voilà en 1987, déjà, il y a 30 ans, ce que l'instruction Donum Vitae nous disait. Avec ces procédés, il parle de la fécondation artificielle, la fécondation in vitro, la procréation médicalement assistée. Avec ces procédés, la vie et la mort sont soumises aux décisions de l'homme, qui en vient ainsi à se constituer donateur de vie et de mort sur commande. La mentalité abortive qui rend possible la fécondation in vitro conduit ainsi, qu'on le veuille ou non, à une domination de l'homme sur la vie et sur la mort de ses semblables, qui peut conduire à un eugénisme radical.
Nous avions parlé déjà, pour ceux qui avaient assisté à la conférence précédente, à cette question de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est l'ensemble des pratiques qui visent à améliorer, si l'on peut dire, à améliorer, du moins dans le sens que certains donnent à ce mot et que nous ne partageons pas, mais enfin, utilisons ce mot, l'ensemble des pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine par la sélection des êtres humains. C'est cela l'eugénisme. Et nous voyons bien qu'il s'agit bien ici, dans la sélection que font les biologistes, les généticiens, les médecins, dans la sélection qu'ils font de ces petits êtres qu'ils ont sous leurs yeux, tellement innocents. Ils ont souvent, dans une procréation médicalement assistée, ils ont souvent entre 5 et 10 embryons. Alors ils vont choisir sur des critères scientifiques, biologiques, génétiques. Ils vont choisir ceux qui auront le droit de vivre et ceux qui n'auront pas le droit de vivre, c'est-à-dire ceux qui seront éliminés, ceux qui seront avortés. Les autres seront implantés, et comme nous le disions à l'instant, même parmi ceux qui sont implantés dans l'utérus, il y aura presque toujours une nouvelle sélection qui permettra de choisir ceux qui resteront, un ou deux, et ceux qui seront à nouveau éliminés. Il y a bien ici, vous voyez, ce que l'instruction Donum Vitae voulait montrer et stigmatiser. Il s'agit bien d'un eugénisme radical, comme le disait ce texte fondamental de 1987. Ceci étant posé, entrons plus avant, maintenant, dans la réflexion de l'Église sur ces techniques de procréation artificielle, considérées en elles-mêmes, abstraction faite, autant qu'il est possible, là encore, d'utiliser ce mot, abstraction faite de la destruction des embryons produits in vitro. Les rappels que je vous ai indiqués, ou du moins les informations que j'ai pu vous communiquer, avaient essentiellement pour but de vous faire comprendre que dans la procréation médicalement assistée, il n'y a pas que les difficultés que nous allons maintenant aborder, il y a d'abord et en premier une question fondamentale qui est liée à l'avortement. Et la condamnation si ferme, si définitive, si inchangeable de l'Église sur la question de l'avortement s'applique aussi à la fécondation in vitro, à la procréation médicalement assistée, pour les raisons que je viens de vous énoncer, parce qu'il y a bien destruction embryonnaire massive dans une procréation médicalement assistée. Ceci étant dit, et c'est des mots humains, il nous faudrait une force bien supérieure que nous aimerions vous communiquer. Ce sont des pauvres mots humains, mais néanmoins, sachez que ces paroles d'un prêtre, paroles que l'abbé Le Nouvel pourrait prononcer de la même manière que moi, ces paroles dans la bouche d'un prêtre sont un cri silencieux. Il existait, vous vous rappelez, ce film échographique de l'avortement qui s'appelait précisément Un cri silencieux. Il est évident que ces crimes sont absolument abominables et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais sur ce point baisser la garde, et la condamnation de ce crime abominable dans toutes les situations où il existe, où il se manifeste, doit être pour nous une conduite permanente. C'est une question de foi, c'est une question de l'honneur de Dieu, de l'honneur de l'Église, c'est une question fondamentale. Alors passons maintenant à la distinction dans la procréation médicalement assistée
à cette distinction entre la PMA homologue et la PMA hétérologue. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien difficile à comprendre cette distinction. La PMA hétérologue, la PMA que l'on appelle hétérologue, désigne la PMA qui est réalisée avec des gamètes, c'est-à-dire des cellules germinales, ovocytes, spermatozoïdes. La PMA réalisée avec des gamètes qui proviennent au moins d'un donneur autre que les époux, ou du moins appelons-les ainsi, même s'il ne s'agit pas toujours d'époux. La PMA homologue, au contraire, est la PMA qui consiste à opérer avec les gamètes des deux époux, des deux conjoints. Vous voyez, PMA homologue, on utilise les gamètes, les cellules germinales des deux conjoints, des deux époux, et PMA hétérologue, on utilise pour réaliser cette procréation artificielle, on utilise des gamètes qui proviennent au moins d'un donneur extérieur, au moins d'un donneur autre que les époux, et parfois deux donneurs, mais au moins un qualifie la PMA que l'on appelle hétérologue. Alors, nous allons commencer, parce que c'est celle tout de même qui nous touche le plus autour de nous, notamment dans les couples catholiques que nous pouvons côtoyer dans nos familles, dans nos relations. La PMA homologue. La PMA homologue. Et nous abordons ici ce point absolument déterminant aussi parce que, hélas, il n'est pas bien compris par beaucoup de couples catholiques qui ont recours, malheureusement, à la procréation médicalement assistée. Et il n'est pas bien compris parce que, aussi, peut-être que nous, prêtres, ne l'expliquons pas avec suffisamment de vigueur. Je veux parler ici du lien moralement requis entre la procréation et l'acte conjugal. Je vous cite ici un passage de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI en 1968. C'est un extrait du chapitre 12. Écoutez bien. Le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de sa propre initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En fait, poursuit le pape, par sa structure intime, l'acte conjugal unissant les époux par un lien très profond les rend aptes à la génération de nouvelles vies selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme, c'est en sauvegardant par conséquent les deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens d'amour mutuel et véritable et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Sur ce même thème, antérieurement, en 1951, à une époque pourtant où on ne parlait pas encore de ces questions, mais Pie XII, avec son regard d'aigle et cet esprit universel qui le faisait parler chaque jour d'un sujet différent avec une hauteur de vue exceptionnelle, eh bien, Pie XII, dans son discours au congrès de l'Union catholique italienne des sages-femmes, 29 octobre 1951,
dit ceci: « Il n'est jamais permis de séparer ces divers aspects, l'acte conjugal et la procréation, au point d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal. » Voilà, il est clair que la PMA, en recherchant une procréation qui n'est pas le fruit, cela est incontestable, la PMA est une procréation qui n'est pas le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale opérée objectivement. Donc il y a objectivement une séparation entre les biens et la signification du mariage. Et c'est ce que les deux papes voulaient dire. La procréation d'un être humain doit être poursuivie comme le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Ceci est tout à fait important. Si sur ce point on ne comprend pas, alors on ne s'oppose plus à la PMA, voyez, en tant que catholique. Alors précisément, nous entendons autour de nous des catholiques et parfois même des couples dont il n'est pas question ici, bien sûr, de nier les bonnes intentions, c'est-à-dire avoir des enfants. Pas question ici non plus de nier leur souffrance, qui est très grande. Alors ils nous demandent, la PMA homologue, pourquoi n'est-elle pas moralement licite? Si par exemple nous choisissons, en pratique ça ne se passe pas comme ça, ou alors très rarement, mais dans l'esprit de ces époux catholiques qui nous disent nous pouvons parfaitement demander aux biologistes, au laboratoire et aux médecins qui travaillent là-bas de produire seulement 2 ou 3 embryons, par exemple, et ces embryons de ne pas les sélectionner, comme ils le font d'habitude, mais de les implanter immédiatement, sans les sélectionner, sans faire sur ces embryons de recherche génétique particulière, sans faire sur ces embryons de recherche cellulaire pour savoir ceux qui sont les plus solides pour que la grossesse puisse être menée à bien. Nous voulons bien une grossesse multiple. Nous voulons bien avoir 2 ou 3 enfants. Nous les désirons tellement. Alors nous voulons bien que puissent être implantés 2 ou 3 embryons immédiatement fécondés, sans rien d'autre, sans en avoir plus, 2 ou 3. Et alors, pourquoi, si nous faisons cela, Monsieur l'abbé, si nous faisons cela, pourquoi la PMA homologue, c'est-à-dire celle dont on parle, celle qui concerne 2 époux catholiques, pourquoi cette PMA homologue ne serait-elle pas moralement licite, spécialement s'il est impossible de remédier autrement à la stérilité, qui est bien sûr cause d'une très grande souffrance. Et il n'est pas question ici de le nier, de diminuer cette souffrance. C'est une autre question. La réponse est que cette intention qui est bonne, bien sûr, en réalité ne peut pas suffire pour donner une appréciation morale positive sur la fécondation in vitro entre époux, pour plusieurs raisons, dont l'une qui relève de la théologie morale. Et précisément, ici, un passage de la constitution pastorale du Concile Gaudium et Spes, le paragraphe 51, nous rappelle ceci, qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui à oublier, puisque aujourd'hui, hélas, on transforme facilement la morale de l'Église, qui est une morale
objective, en une morale de situation. Alors voilà ce que dit ce texte issu, cette phrase issue du paragraphe 51 de Gaudium et Spes. Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation des motifs, mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. C'est fort ceci, mais c'est la théologie morale catholique, ceci, inchangé. Autrement dit, même pour une fin bonne, c'est-à-dire l'intention de procréer, l'intention de donner la vie, et même dans des circonstances douloureuses, comme la souffrance de l'infertilité, vous voyez, eh bien, il n'est jamais permis d'utiliser un moyen intrinsèquement mauvais. Vous voyez, en théologie morale, il y a 3 éléments qui permettent de qualifier moralement un acte humain. Il y a l'intention, qui peut être bonne. Il y a les circonstances, qui peuvent être pénibles, comme la souffrance de l'infertilité. Mais comprenez que la théologie morale, ce n'est pas du sentimentalisme. Nous compatissons, et les prêtres particulièrement, par leur devoir pastoral auprès des âmes, nous compatissons plus qu'on ne peut penser, parce que c'est notre devoir, à la souffrance que nous rencontrons, bien sûr. Mais là, nous sommes en théologie morale, et il s'agit donc de permettre ou d'interdire un acte moral. Et dans un acte moral, il n'y a pas seulement les intentions et les circonstances. Même avec des intentions bonnes, même avec une circonstance compréhensible, si l'acte dont il est question est moralement mauvais, eh bien, cet acte ne peut pas être permis. Et ceci n'est pas une question de dureté. Comprenez bien, parfois on nous objecte, mais la morale catholique est dure. Mais non, ce n'est pas du tout une question de dureté. Le rôle de la morale catholique, c'est de dire, de la part de Dieu, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, pour des raisons sérieuses, pour des raisons que nous venons de vous exposer, des raisons que les papes, les théologiens, le magistère de l'Église ont eu à résoudre. Et à la lumière de Dieu, la lumière que Dieu ne manque jamais de donner lorsqu'on la lui réclame, eh bien, le magistère de l'Église, de manière constante, avec tous les papes qui se sont succédés depuis 50 ans et un peu plus, eh bien, tous les papes sur ces questions ont dit la même chose. L'intention bonne, c'est-à-dire le désir d'un enfant, ne suffit pas, et même si cela engendre une souffrance profonde, ne suffit pas pour justifier moralement la PMA, même entre époux. Le procédé de la fécondation in vitro doit être jugé en lui-même et ne peut pas emprunter sa qualification morale définitive ni à l'ensemble. On voudrait aujourd'hui aussi nous imposer, c'était le sens de ma phrase, une morale de gradualité, c'est-à-dire dire que cet acte, finalement, devait être considéré
dans le cadre de l'ensemble de la vie conjugale, c'est-à-dire une vie conjugale qui, depuis son début jusqu'à sa fin, a cherché à suivre, avec sans doute des faiblesses, mais avec une bonne volonté, soutenue par la grâce, à suivre la volonté de Dieu. Et on voudrait nous dire que cette qualité des époux qui progressent peu à peu sur le chemin de la pleine vérité et donc dans le respect de la pleine morale pourrait, à un moment donné, permettre un acte moralement mauvais, parce que ces époux progresseraient, chemineraient vers la perfection, tout en étant encore loin de cette perfection. Néanmoins, c'est leur intention. Mais tout ceci est tout à fait possible, hein, donc bien évidemment, et c'est l'objet même de nos prières, que toutes les âmes qui nous sont confiées avancent sur le chemin de la perfection. Mais ceci ne changera jamais qu'un acte moralement illicite puisse être accompli. Ça, c'est la morale de gradualité. Mais sur une question comme ça, vous voyez, le magistère de l'Église ne peut pas céder. On ne peut pas, vous voyez, en tant qu'Église, en tant que prêtre de l'Église, le procédé lui-même de la fécondation in vitro ne peut pas emprunter sa qualification morale définitive ni à l'ensemble de la vie conjugale dans lequel il s'inscrit, ni aux actes conjugaux qui ont pu le précéder et qui pourraient le suivre. Vous voyez, on est donc à l'instant T, où on nous demande est-ce que ceci est permis? Eh bien, donc, nous devons répondre non. Ce n'est pas parce que le couple a posé des actes bons par le passé et qu'il a l'intention d'en poser dans le futur pour avancer graduellement vers une union à Jésus parfaite dans la morale conjugale. Ce n'est pas parce que le couple s'inscrit dans cette démarche qu'à l'instant T où nous nous trouvons, un prêtre peut dire qu'un acte est licite alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il est même gravement fautif. Nous avons rappelé tout à l'heure que dans les circonstances où elle est habituellement pratiquée, la PMA implique la destruction d'embryons humains. Mais même si ce n'était pas le cas, nous nous placions justement avec des époux catholiques précisément dans cette perspective. Même si ce n'était pas le cas, il n'en resterait pas moins que par sa nature même, par sa nature propre, la PMA entre époux réalise, et c'est ce qu'il faut comprendre, réalise la dissociation des gestes qui sont destinés à la fécondation humaine par l'acte conjugal. Et c'est pour cette raison fondamentale, que l'Église, qu'il s'agisse de Pie XII, qu'il s'agisse de Paul VI, qu'il s'agisse de Jean-Paul II, qu'il s'agisse de Benoît XVI, que l'Église, sur ce point, n'a pas varié et elle ne peut pas le faire. La fécondation in vitro est le résultat d'une action technique d'une tierce personne, un médecin, un biologiste, qui réalise la fécondation. Et cette fécondation n'est pas obtenue comme l'expression et le fruit de l'acte spécifique de l'union conjugale voulue par Dieu. Et même dans le contexte de rapports conjugaux normaux entre les époux, eh bien, la génération de la personne humaine, la génération d'un nouvel être humain, est privée objectivement de sa perfection propre, qui est d'être le terme et le fruit d'un acte conjugal dans lequel
les époux, c'est précisément leur vocation voulue par Dieu, dans lequel les époux peuvent devenir coopérateurs de Dieu pour le don de la vie à une nouvelle personne. Vous voyez, je vous cite ces mots qui viennent de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio en 1981 de Jean-Paul II. Tout cela permet de comprendre pourquoi l'acte de l'amour conjugal est considéré dans l'enseignement de l'Église comme l'unique lieu, il ne peut pas y en avoir d'autre, comme l'unique lieu digne de la procréation humaine. Et même s'il n'y avait pas la pratique abortive de la destruction d'embryons, donc nous plaçons dans ce cas qui reste néanmoins théorique, où des époux catholiques demanderaient aux biologistes ce que je vous exprimais il y a quelques instants, même dans ce cas théorique, même dans ce cas où la pratique abortive de la destruction d'embryons in vitro ne serait pas réalisée, même aussi, parce que je ne vous ai pas parlé de ce point, mais néanmoins, presque toujours, pour recueillir la semence masculine, il faut un acte moral qui est mauvais. Cet acte moral, vous le connaissez, il s'agit donc de l'acte moral de la masturbation, donc qui est nécessaire dans la fécondation in vitro pour recueillir la semence masculine. Vous voyez, on ne peut pas comme cela trancher et s'accommoder de cette manière avec la loi divine. On ne peut pas, vous voyez, donc accumuler les péchés pour un acte dont l'intention est bonne, vous voyez, mais on ne peut pas accumuler des péchés graves même avec une intention bonne. Donc, si on pense différemment sur ce point, on s'écarte totalement de la morale catholique. Même s'il n'y avait pas cette pratique abortive de la destruction d'embryons, même s'il n'y avait pas ces actes solitaires nécessaires au recueil de la semence masculine, eh bien, la fécondation in vitro, même entre époux, demeurerait une technique moralement illicite, parce qu'elle prive la procréation humaine de la dignité qui lui est propre et même qui lui est connaturelle. Connaturelle. Quelques mots rapides sur l'insémination artificielle, homologue, parce que là aussi, cela peut concerner un certain nombre d'époux catholiques. Le principe, c'est que donc l'insémination artificielle, donc vous connaissez donc cette technique, donc le principe que l'on peut utiliser, l'Église tolère un certain nombre d'actes pour favoriser l'acte conjugal et même pour aider l'acte conjugal à atteindre ses objectifs naturels. Par exemple, des médicaments doux qui stimulent l'ovulation lorsque les difficultés d'ovulation sont la cause d'une infertilité. Tout ceci est parfaitement licite puisque l'acte conjugal est réalisé normalement et la fécondation, lorsqu'elle se produit, est la conséquence de l'acte conjugal. Donc là, il n'y a rien qui soit dans l'aide technique que l'Église admet pour certains troubles de la fertilité. Mais ici, la question est différente, parce que dans l'insémination artificielle, donc l'intervention artificielle, l'intervention d'une technique extérieure à l'acte conjugal, se substitue à l'acte conjugal lui-même. Et pour cette raison, l'insémination artificielle elle-même, même entre époux, est moralement illicite parce que, toujours la même chose, parce qu'il y a rupture de l'unité. Il y a une dissociation entre les deux significations de l'acte conjugal, l'union physique des époux
et la procréation. Et puis même dans l'insémination artificielle, il y a à nouveau le problème moral du recueil de la semence masculine, qui est le même acte moral mauvais. Et donc même quand le geste est posé en vue de la procréation, donc avec une intention bonne, là encore, eh bien, donc cet acte demeure privé de sa signification unitive et donc moralement mauvais. Je vous cite ici juste Gaudium et Spes du Concile numéro 14, qui parle de cet acte-là, l'acte conjugal. Il lui manque la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui réalise, dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. Voilà, je pense que là, les choses sont, par tous ces passages du magistère, ces choses sont claires. Alors, passons maintenant, parce que l'heure tourne, je pourrais poser des questions à la fin. Passons maintenant à la PMA de manière plus brève, parce que les principes ont été donnés et ils sont les mêmes ici. Donc, la PMA hétérologue. Hétérologue, c'est-à-dire que l'un au moins des deux donneurs de gamètes n'est pas l'un des époux. Alors, il est bien évident que du point de vue moral et chrétien, une procréation qui soit vraiment responsable à l'égard de l'enfant à naître doit être le fruit du mariage, parce que le mariage a été voulu par Dieu précisément pour permettre l'institution stable de la famille. La procréation, ainsi, la procréation est le fruit et en même temps le signe, le fruit et le signe de la donation mutuelle et aussi personnelle des époux, c'est-à-dire de leur amour et de leur fidélité. Cette fidélité dans l'unité du mariage, eh bien, comporte évidemment le respect réciproque de leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre. Bien sûr. Et il est évident que la PMA hétérologue est contraire précisément à l'unité du mariage et à la dignité des époux, et aussi contraire à la vocation propre des parents, et aussi contraire au droit de l'enfant à être conçu, à être mis au monde dans le mariage et par le mariage. On y pense très peu à cet enfant. Il a des droits aussi. Le recours dans la PMA hétérologue, le recours aux gamètes d'une tierce personne pour disposer soit du sperme, soit de l'ovule, eh bien, constitue ici, vous le comprenez aisément avec ce que nous avons dit, constitue une violation de l'unité qui est la propriété essentielle du mariage. Lorsque nous préparons des fiancés, nous leur parlons de l'unité du mariage comme une de ses propriétés essentielles. Il y a une rupture entre, ici, il y a une rupture entre la parenté génétique et la parenté que l'on pourrait appeler gestationnelle. Vous voyez, il y a une parenté génétique, il y a une parenté gestationnelle, et il y a aussi, évidemment, une responsabilité éducative. Eh bien, dans la PMA hétérologue, il y a une rupture précisément entre ces trois éléments. La parenté gestationnelle, la parenté génétique et la responsabilité éducative. Il y a une altération qui est évidente. Il y a une altération des relations personnelles alors à l'intérieur de la famille. Ce n'est plus la même famille.
Donc toutes ces raisons conduisent bien sûr à un jugement moral négatif sur la PMA hétérologue. Donc, sont donc moralement illicites tout ce que l'on peut trouver, c'est-à-dire la fécondation d'une femme mariée par la semence d'un donneur autre que son mari. Moralement illicite aussi, bien sûr, la fécondation par la semence du mari d'un ovule qui ne provient pas de son épouse. Et puis, bien sûr, moralement illicite, la fécondation artificielle, on va en parler ici, d'une femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que soit le donneur. Abordons précisément le point que j'ai appelé sur mon plan en forme de question: ouvrir la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Voilà, ces questions ont été débattues dans les débats de génétique de l'année dernière et évidemment, sans surprise, donc cette question va être soumise au mois de juin prochain, si le calendrier ne change pas, au vote des parlementaires. Au mois de juin, nos parlementaires ont-ils été élus pour ça? Nos parlementaires vont être amenés à légaliser la PMA pour les femmes seules et pour les couples de femmes lesbiennes. Alors, sur ce point, il faut... Nous avons certainement, au moins pour certains d'entre nous, le devoir d'écrire à nos députés et à leur dire ce que l'Église doit leur dire. Tout d'abord, sur cette question de la PMA ouverte aux femmes seules, aux femmes célibataires et aux couples de femmes, ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que, jusqu'à présent, la PMA, malgré tout ce que l'on a pu dire jusqu'à présent, cette PMA, pour l'instant, sur le plan législatif, en France, était un objectif thérapeutique, même si cet objectif était, hélas, sous le coup de la condamnation morale 1000 fois justifiée de l'Église. Cependant, il s'agissait d'un objectif thérapeutique, c'est-à-dire que la PMA était proposée à des couples infertiles pour résoudre la question de l'infertilité ou de la stérilité. Ici, donc, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose de thérapeutique ici. Cette femme seule, éventuellement, qui désire cette PMA pour elle, n'est sans doute pas inféconde. En tout cas, ce n'est pas l'objet de sa demande. Ce n'est pas la cause de sa demande. Les couples de femmes qui vivent ensemble n'ont pas de problème de santé particulier. En tout cas, donc, ce n'est pas un problème de santé particulier les concernant qui les pousse à faire une démarche médicale. La médecine, donc, est ici sollicitée pour la première fois dans l'histoire humaine. La médecine est ici sollicitée pour faire autre chose que de soigner, c'est-à-dire pour satisfaire un désir, pour satisfaire des idées, pour satisfaire la négation obstinée de la nature humaine. La médecine n'est pas faite pour ça. Donc les enjeux ici, c'est que bien évidemment, on est tout à fait, je n'en parlerai pas ce soir, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines,
mais ici, c'est véritablement la frontière de ce qu'on appelle le transhumanisme qui est complètement débordé. Alors, voyons donc les arguments qui sont avancés, parce que nous avons aussi à répondre à ces arguments lorsque on essaye de nous convaincre que nos positions sont passéistes et intolérantes. Alors, que nous dit-on? Eh bien, on nous dit que c'est précisément en raison de la notion d'égalité qu'il faut que notre jugement évolue. Il s'agit de donner la possibilité à tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou qu'ils soient homosexuels, de satisfaire un désir d'enfant, toujours la question du désir, un désir d'enfant lorsqu'il existe, et de devenir parents. Au nom de quoi l'Église pourrait-elle interdire à des couples qui le désirent, quels que soient ces couples, de devenir parents? Et on nous affirme que la filiation biologique, c'est là, vous voyez, donc, où est le retournement complet. On nous affirme avec audace, vous voyez, mais ce discours ne suscite plus de réprobation, alors ce discours avance, vous voyez, il avance au fur et à mesure que la lâcheté dans notre pays s'étend. On nous dit que la filiation biologique, la filiation, donc, c'est-à-dire qui dépend du lien charnel, comme toute l'humanité l'a considéré jusqu'à aujourd'hui. On nous dit que la filiation biologique, c'est-à-dire le lien charnel, n'est plus en réalité l'élément fondateur de la filiation. Et que ce qui fonderait la filiation, c'est seulement l'engagement citoyen, responsable, d'une parentalité d'intention. Vous voyez? Seulement l'intention d'être parent fonderait la légitimité d'une filiation, et non plus la filiation biologique, comme ce fut toujours le cas dans toutes les civilisations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, dans ces périodes d'obscurantisme qui nous ont précédés. Alors, bien évidemment, sur cette question, quels sont les principaux enjeux éthiques? Très rapidement. Eh bien, tout d'abord, bien sûr, le premier, c'est la privation de père. A-t-on réfléchi? La privation de père, privé de père par la loi. Si cette loi donc passe, eh bien, désormais, des enfants auront été privés d'avoir un père par une loi votée. Cette privation de père serait ainsi, en quelque sorte, institutionnalisée, en condamnant, en quelque sorte, les enfants à une sorte de double peine, c'est-à-dire les priver d'une part de leur origine biologique et aussi les priver de toute relation paternelle constitutive de leur identité. L'autre enjeu éthique, c'est bien sûr, après la privation d'un père, qui reste tout de même un argument très fort pour que nous puissions répondre à nos interlocuteurs, l'autre enjeu éthique aussi, c'est la marchandisation des gamètes. Vous voyez? La marchandisation des gamètes, parce que pour faire face à la hausse du besoin de gamètes, eh bien, évidemment, des gamètes qui sont d'ailleurs déjà dans la situation légale restreinte dans laquelle nous sommes, il y a déjà un déficit de gamètes. Alors, imaginez ce déficit de gamètes pour satisfaire donc des PMA pour d'autres buts que les PMA à visée thérapeutique. Donc, le risque est que, évidemment, émerge très rapidement la possibilité que l'on revendique le droit et le pouvoir de vendre des gamètes, de vendre
des spermatozoïdes, par exemple. Donc tout cela au prix de l'abandon du principe actuel, donc qui vaut ce qu'il vaut, dans les conditions où il est utilisé, mais actuellement c'est le principe de gratuité qui prévaut pour ça. Et puis bien sûr, donc l'autre enjeu éthique de cette question, vous la comprenez, c'est l'eugénisme. Parce que si on lève le verrou thérapeutique, une fois ce verrou thérapeutique levé, en rendant la PMA accessible à tous, d'une manière donc non distinctive, eh bien, donc les couples qui pourraient décider d'y avoir recours pourraient choisir ainsi telle ou telle caractéristique de leur enfant. La dernière fois, nous parlions précisément de la thérapie génique, cette possibilité maintenant sur les tout petits embryons humains de quelques jours d'intervenir donc de manière techniquement très audacieuse, mais c'est évident que cette technique d'ici quelques années sera répandue. Elle l'est déjà, on en a parlé pour la myopathie par exemple, mais il sera tout à fait possible, si un encadrement légal précis n'est pas fait, il sera tout à fait possible donc de choisir bientôt les caractéristiques génétiques de ces enfants. Et donc, c'est évident qu'une loi donc, qui étendrait donc, la possibilité de la PMA de cette manière, eh bien, comporterait donc une croissance du risque eugénique. Voilà ce que l'on peut dire sur cette question de la PMA. Je vous propose de terminer d'une manière synthétique par le dernier point qui est la gestation pour autrui, la GPA, gestation pour autrui, donc, qui est l'autre grande question qui certainement, enfin du moins peut-on l'espérer, sauf surprise, qui a moins de chances que l'extension de la PMA de passer devant le Parlement favorablement au mois de juin, mais néanmoins, donc, le danger reste toujours là, et il faut de toute manière que nous comprenions là aussi quels sont les enjeux éthiques de cette question. La GPA. La GPA, c'est donc le recours à une mère porteuse. Le recours à une mère porteuse, gestation pour autrui. Donc c'est un procédé par lequel une femme accepte de porter un embryon pour le compte d'autrui et s'engage par un contrat à remettre l'enfant au couple demandeur à l'issue de la grossesse. La GPA est principalement envisagée d'une part pour les cas de stérilité féminine liée à une pathologie utérine spécialement. Ce ne sont pas les cas les plus fréquents des stérilités d'origine féminine, mais néanmoins, bien sûr, il y en a un certain nombre. Et puis cette pratique est aussi revendiquée cette fois-ci par des hommes homosexuels. Pour avoir un enfant en utilisant les services d'une mère porteuse, une fécondation in vitro par leur semence et donc l'ovocyte d'une personne donneuse, qui n'est pas forcément d'ailleurs la mère porteuse, on peut avoir toutes les combinaisons possibles, hein, donc évidemment. Donc, alors je ne vous surprendrai pas en vous disant que la GPA est toujours moralement illicite pour les mêmes raisons qui ont conduit à refuser la PMA hétérologue. Parce que contraire à l'unité du mariage, contraire à la dignité de la procréation de la personne humaine, et pour les enfants, elle conduit bien sûr aux multiples dangers d'une parenté fragmentée. Il est évident que l'enfant a le droit
d'être conçue, d'être portée, d'être mise au monde et d'être éduquée par ses parents, par ses véritables parents. Alors, pour terminer, voyons rapidement, comme nous l'avons fait pour la PMA revendiquée par les femmes célibataires ou les couples de femmes. Donc, voyons pour la GMA, la GPA, quels sont les arguments que l'on peut avancer. Ceux, en tout cas, dont les députés se font l'écho. Donc, l'argument avancé, c'est que la GPA serait, bien sûr, serait l'avancée ultime pour les couples infertiles ou pour les couples infertiles donc par stérilité d'origine utérine, couple hétérosexuel donc par stérilité d'origine utérine, ou bien donc pour les couples homosexuels masculins, ces couples d'hommes, et que tout cela donc bien sûr s'intégrerait dans les avancées qui sont nécessaires pour la multiplicité des modèles familiaux. Bien sûr, ces choses-là avancent très vite. Cette multiplicité des modèles familiaux qui sont déjà de fait installés et qui doivent être légalisés. Donc, un important progrès social. Ce qui est en jeu, c'est que la loi française actuellement interdit, comme dans de nombreux autres pays européens, la GPA. Cependant, cette loi est déjà contournée de manière donc certainement peu nombreuse. Mais néanmoins, les cas existants sont très médiatisés, précisément pour aboutir à un élargissement, à une modification de la loi. Donc cette loi est contournée par certains couples qui se rendent à l'étranger et qui demandent ensuite la transcription sur les registres d'état civil français de l'acte de naissance de l'enfant. Une transcription qui est autorisée actuellement en France uniquement, jusqu'à présent, si l'acte précise que les parents sont la mère porteuse, qui doit être donc identifiée, et le père biologique. Bon, c'est évident qu'actuellement, la pression est extrêmement forte pour que cette loi évolue vers une autorisation de la GPA en France. Cependant, donc, l'opinion publique, comme l'on dit, donc l'opinion publique ne semble pas tout de même, en tout cas en France, prête à quelque chose comme cela, dans ce vieux pays conservateur qu'est la France, comme le disait un président de la République il y a déjà longtemps. La France est un vieux pays catholique conservateur. C'était François Mitterrand, en 1981. Alors, quels sont les principaux enjeux éthiques de la GPA? Je termine vraiment en 2 minutes, et puis je vous libère. Donc, bien sûr, donc, la question essentielle qui doit nous préoccuper dans cette GPA, c'est l'abandon de l'enfant. L'abandon de l'enfant. Parce que dans la construction de l'enfant, il est évident que la gestation ne peut pas être effacée. Toutes les études scientifiques qui ont pu être menées montrent l'importance des liens affectifs et des liens physiologiques qui sont créés entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Donc, ceci, bien sûr, nous le savons. L'expérience existante déjà depuis longtemps, l'expérience de l'adoption, montre combien la séparation d'un enfant avec celle qu'il a portée est une chose difficile et une épreuve à la fois pour lui et également pour la mère.
Et puis, l'autre enjeu, bien sûr, éthique fondamental, ici, dans la GPA, c'est la marchandisation du corps féminin, marchandisation du corps de la femme, en ouvrant véritablement un nouveau marché, un marché donc d'un trafic de procréation. Donc la GPA, manifestement, aboutira à l'exploitation du corps des femmes, et notamment les plus pauvres, qui loueraient alors donc leur utérus au profit donc de différents commanditaires, et sans que l'on se préoccupe nullement, sans doute, en tout cas pas dans tous les cas, de son intégrité physique ou psychologique. Et puis bien sûr, donc, le dernier enjeu éthique dans la question de la GPA, c'est, on l'a signalé à l'instant, c'est l'éclatement complet de la filiation de l'enfant. Pour faire court, je n'ai pas cité tous les cas possibles, mais sachez que jusqu'à 5 adultes, en réalité, donc selon les cas dans lesquels on se trouve, jusqu'à 5 adultes peuvent intervenir dans le processus, en réalité, entre les parents biologiques, les parents gestationnels, les parents éducatifs. On a de nombreuses possibilités, et mettons-nous à la place de ce pauvre enfant dont la GPA rend complètement illisible la filiation. Donc ça donnera lieu, enfin, très certainement, à des situations inextricables, sur le plan éducatif, sur le plan du développement psychologique de l'enfant, et qui deviendra un adulte plus tard. Donc, vous voyez. Donc, et puis il y a d'autres situations invraisemblables, comme par exemple, imaginons la mère porteuse qui changerait d'avis lorsque un handicap donc serait décelé, par exemple, avant la naissance. Et puis, dernier enjeu éthique qui a été souligné par certains. Donc, il est évident que la légalisation de la GPA constituerait une violation juridique de la dignité de la personne humaine, puisque les deux parties sont liées par un contrat, et l'enfant est considéré, en réalité, sans qu'évidemment on ne puisse lui demander son avis, l'enfant est considéré comme un objet de vente, ce qui est tout de même contraire aux principes généraux du droit. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais enfin, ce n'est pas la peine d'être un juriste expérimenté pour s'en convaincre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions. Je suis disponible si vous désirez poser quelques questions.